bienvenue au monde de la course. Aujourd'hui, on est dans un environnement un peu différent. On est au centre Claude Robillard parce qu'on avait aujourd'hui le PNCE. Peux-tu me dire c'est quoi? Programme national de certification des entraîneurs. Oui, qui était enseigné par le coach par excellence, John LaFranco. Pas enseigné, j'étais la personne ressource. Facilitator. Oui, c'est ça. Un facilitateur. Un facilitateur. pas enseigné. Donc, ce qu'on va faire pour ce petit épisode spécial, on va faire, dans le fond, un petit récapitulatif un peu de ce qui a été discuté, essayer de voir c'est quoi les faits saillants, les points, les take-home messages, les points vraiment à rapporter à la maison. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est-à-dire probablement le 99,9% de nos auditeurs, vous pouvez un peu avoir une idée un peu de c'est quoi les principes de base, vraiment ce qu'il faudrait vraiment rapporter chez soi de ce training. Juste avant de commencer à entrer en discussion, je voulais juste remercier à nouveau Jérôme Lamère qui a donné déjà 2 fois au Patreon. Oh. Et on a aussi un nouveau Patreon, Vincent Nadeau-Benoît. Donc, merci. Oui, je suis à 3. Là, en ce moment, je pense que je fais comme quelque chose comme 12 piastres, 5 plus 5, 13 piastres par mois, ce qui couvre mes frais de serveur. Donc, ça commence à rouler sur l'ordre. Juste à rembourser l'équipement, mais... Est-ce que j'ai mon 10%? Oui, c'est ça que j'allais dire. Tu veux ma pièce et 20? Donc, quand j'aurai 20 cash pour rembourser mon équipement, là, je commencerai... C'est mon objectif, c'est de pouvoir commencer à payer mes invités. Mais on n'est pas encore là. Est-ce que c'est rétroactif? Parce que nous autres, on va avoir un bon montant. Ouais, ça OK, prochaine question. Alors, dans l'antichambre. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on discute. Selon vous, c'est quoi en gros qu'on a vu? Allez-y, si John, tu veux donner un peu la structure de base. Moi, je pense que j'aimerais que Olivier et puis toi commencent parce que c'est moi qui ai donné le cours. C'est sûr que, et c'est aussi moi qui j'ai fait une grande partie de bâtir le cours et d'écrire le contenu. Alors, j'aimerais savoir de vous, c'était quoi vos impressions, c'était quoi que vous avez tiré que c'était les grands messages. Et après ça, je vais dire que c'était quoi qui était supposé d'être les grands messages. Oui, non, c'est bon, c'est très bon. Olivier, veux-tu commencer? Chronologiquement, dans le fond, là, on a eu 3 heures de formation vendredi soir, puis ensuite 8 heures samedi, puis 8 heures dimanche. Ouais. Les 3 heures de vendredi soir, je pense que c'était surtout pour nous apprendre, grosso modo, qu'est-ce que c'est qu'être entraîneur, quels sont les différents contextes dans lesquels on est entraîneur, quelles sont les différentes responsabilités de l'entraîneur envers les différents publics et quels sont les fondements de la philosophie d'être un entraîneur. Donc, permettre aux athlètes qu'on entraîne d'avoir du plaisir, leur permettre de se réaliser, d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe, d'avoir de l'encadrement de personnes qui sont des ressources pour eux, de se discipliner, d'être assidu, puis de se fixer des objectifs pour du dépassement de soi, toujours dans une optique de développement à long terme plutôt que d'atteinte d'objectifs à court terme. Moi, c'était un peu ça que j'avais saisi. Je suis plus sûr si c'était trop vendredi ou samedi qu'on jasait de ça. Puis là, en ce moment, mon cerveau est un petit peu en train encore de cramer. Mais dans le fond, j'ai eu ce message-là, soit c'était vendredi ou soit samedi, mais que le message classique de John de You're not special, tu sais, mais comme quoi que vos athlètes, les athlètes qu'on aura, 99,999% ne vont pas aller aux Olympiques. Puis que, dans le fond, cette formation-là, c'est pas une formation qui dit voici comment former des futurs Olympiens ou des athlètes nationaux. C'est réalise qu'ils seront probablement, comme leur plus gros accomplissement, ça va être des records personnels. Peut-être un moment donné, un top 25 à une course. Peut-être un jour, un top 10. Mais que dans la majorité des cas, l'objectif du coach, c'est un peu, comme on dit, un facilitateur. Donc, comme tu disais, souvent tu te reprenais, tu disais, tu disais control, non pas contrôler, mais amener l'athlète à
aller là. Puis en plus, on a vu avec l'histoire de Mary Kane et tout, le contrôle excessif, qu'est-ce que ça donne. Mais je vois ton style de coaching transparaît un peu aussi là-dedans, mais selon moi, ça fait du sens. J'analyse ça. Puis... Je pense qu'aussi, c'est important de dire aussi que si on entraîne les jeunes de cette manière-là, avec le vue de développement de long terme, et qu'ils ont le talent de devenir de faire des équipes nationales, de compétitions internationales, de faire les Olympiques, ils le feront. C'est pas endommageant pour le petit pourcentage d'athlètes très talentueux. En effet, c'est la bonne façon pour eux aussi. Et on va peut-être en garder plus en les entraînant de cette façon-là, au lieu d'entraîner tout le monde avec cette idée de « OK, il faut forcer comme performance là. » Puis si on fait ça, c'est un peu l'affaire de comme on lance des œufs sur le mur, genre. Ah ouais, puis tu regardes ceux qui cassent pas. Puis, non, c'est spaghetti qu'on lance là. Ouais, pour voir la fond, pour voir laquelle va... En tout cas, ça c'est l'idée. Alors, au lieu de vraiment forcer tout le monde, c'est pas qu'on force pas, mais c'est juste que on axe sur le développement, on axe sur le plaisir, et ça donne que les athlètes vont continuer dans le sport pour plus long. Ça, on axe sur le développement durable. Oui, et ce développement durable est l'affaire qui va leur amener au podium ou à l'international. Parce que souvent, il y a du monde qui a leur crainte. Ils disent c'est comme un peu la crainte de l'élève surdoué. Mais là, si tu mets un élève surdoué dans une classe régulière, il va perdre son temps, puis il va peut-être même développer des mauvais comportements parce qu'il s'emmerde, il n'y a rien à faire. Mais comme en sport, c'est pas tant le cas. C'est comme il va avoir du fun, puis tu peux gager, tu peux voir lui, il est capable d'en prendre plus, il aime ça plus en faire, ok, je vais lui en donner un peu plus, mais on veut pas la spécialisation trop tôt. Puis ça, on le voit dans la recherche, c'est pas des philosophies qui sont basées sur rien, qui sont sur mais là c'est pas gentil de faire ça, Kalinours, tout ça. Non, tu regardes les recherches, puis moi c'est ça que j'ai fait dans ma maîtrise en psychologie du sport et de l'exercice. Tu regardes le modèle de la Early Specialization, ça a été montré que ça cause beaucoup d'abandon, parce que tu regardes le hockey, les jeunes, que les parents ils disent fais ça, puis André Agassi, je pense que c'était un exemple parfait, je sais pas si c'était André Agassi ou quoi. C'est le joueur de tennis. Oui, c'est ça, mais que lui, il se faisait toujours faire jouer au tennis, puis un moment donné, il était plus capable. Ou c'était peut-être pas lui, mais je me souviens d'un exemple comme qui se faisait toujours jouer au tennis, mais il détestait le tennis. Peut-être c'était un autre. Puis tu sais, t'en avais parlé dans ton épisode avec Alain Bordelot, là, qui mentionnait justement le fait qu'il se faisait demander par certains parents, là, pourriez-vous mettre plus de volume à mon fils et tout. Mais il est comme, wow, il y a 14-15 ans, là, ça va faire le niaisage. On va pas le faire entraîner 15 heures par semaine en course à pied. Il est bien mieux de faire un peu de soccer puis un peu de basket. Puis tu sais, vous aviez parlé, je pense, de Justin Knight qui était passé, je pense, du basket à la course. Puis toi, tu parlais d'Anne-Marie Comeau qui arrive du ski, puis qui tout d'un coup est super bonne en course à pied, mais c'est évident parce qu'elle a fait certaines choses. Ensuite, elle s'est spécialisée dans une. Puis là, l'éthique sportive, la saine hygiène de vie qu'elle a développée entourant le fait de faire attention à son sommeil, faire attention au fait d'être actif, faire attention au fait d'être discipliné, de continuer à être bon à l'école et tout. C'est toutes des choses qui font ensuite que, peu importe la branche que tu vas prendre, tu vas être capable de transférer ces espèces de compétences transversales. Veux-tu continuer sur la deuxième journée? Oui. Parce que moi, en ce moment, tu vas me rappeler, puis ça va me revenir. Dans le fond, la journée était divisée en 3 temps. Fait que nous, on a suivi la branche endurance. Il y avait une branche sprint, puis une branche haie. Mais c'est une branche multisport sportif. Alors, l'autre formation, c'était entraîneur sportif, c'est-à-dire c'est comme une introduction à l'athlétisme. Alors, c'est pour des entraîneurs qui coachent des athlètes qui sont plus jeunes, qui ne vont pas spécialiser. En effet, ils vont faire toutes les épreuves. Alors, pour l'entraîneur, d'apprendre un peu de tout, un peu le sprint et lancer, endurance, saut, etc. Ouais. Nous, on était plus axés. Nous, nous deux, moi, Olivier et moi, et John, lui, il enseignait la section vraiment pour ceux qui sont vraiment pour l'endurance. Ouais. Fait que le samedi, on a commencé par parler de ce que ça veut dire selon l'âge développemental des athlètes, combien ça fait d'années qu'ils font du sport, combien ça fait d'années qu'ils font du sport en général, pas le sport en question, mais aussi combien ça fait d'années qu'ils font le sport, donc dans notre cas, de la course à pied, en cheminement vers du demi-fond, voire course de fond, là, d'endurance.
Et qu'est-ce qu'on est mieux de leur faire selon leur âge biologique, selon leur âge développemental, puis selon leur nombre d'années d'expérience dans la discipline en question. Puis une des clés là-dedans, je trouve, c'est qu'il disait vraiment de pas, quand ils sont jeunes, de ne pas truster l'âge biologique, de ne pas truster comme à cet âge-là, il devrait être capable de faire ça parce que tu peux avoir le petit kid qui n'a pas eu sa poussée de croissance. Moi, c'était ça, en secondaire 1, j'étais tout petit. Puis là, tout d'un coup, après, là, je grandis. Mais c'est ça, tu vois, tu as des courses que tu as les petits kids imberbes, tout petits, qui courent contre d'autres avec de la grosse barbe puis des tatous quasiment. Là, puis, fait que de plus se fier justement à l'âge qui a fait du sport, dans le fond. C'était l'âge développemental, donc, puis développement sportif. Il y a l'âge développemental qui est à quel point est-ce qu'il a grandi, je suppose. Puis tu as l'âge sportif, que ça, combien de temps ça fait qu'il fait du sport. Puis ça, c'est sûr, ça fait une différence. Le kid qui n'en a jamais fait. Puis ce qui est aussi à pondérer avec, comme par exemple, nous qui entraînons des gens qui ont mi-quarantaine, fin quarantaine, début cinquantaine, mais qui ne courent pas nécessairement depuis qu'ils ont 13-14 ans, comme ces athlètes-là de 16, 17, 18 ans, qui ont 4 années d'expérience, mais sur une maturité, dans certains cas, comme tu disais, il y en a qui ont commencé avant la puberté. Nous, on a des athlètes qui, par exemple, vont peut-être mieux connaître leur corps, connaître les limites de leur performance, avoir des performances plus limitées aussi parce qu'ils sont plus âgés, mais dont par exemple, 2 ou 3 années de pratique n'équivalent pas à 2-3 années de pratique d'un jeune qui a 15 ans et qui fait ça depuis qu'il a 12 ans. C'est aussi des paramètres à prendre en considération. Fait que, quelle question on doit se poser comme entraîneur? Quel profil se révèle de nos athlètes individuels comme du groupe d'athlètes pour s'assurer aussi qu'on est capable de leur faire quelque chose en groupe? Parce qu'on est des entraîneurs de club. Là. Et puis, qu'est-ce qui est bon de leur faire à différents moments de l'année ou à différents moments de leur phase de développement pour leur permettre de cheminer de façon continue et que, dans le fond, on arrive au-delà de l'espèce de graphique là, qui nous montrait que quand tu commences, ta courbe d'apprentissage fait que ton développement est très rapide, tes améliorations sont très prononcées, mais plus on avance, plus elles plafonnent. Et le rôle de l'entraîneur, c'est de s'assurer que ce plafonnement-là soit le plus progressif possible, puis soit le plus repoussé possible dans le temps avec un soutien pour éviter qu'à la suite du plafonnement, il y ait une forme de désintéressement ou de désabusement qui fasse en sorte que là, les athlètes se mettent à s'investir de moins en moins puis se mettent à régresser. Ouais, puis pas trop t'exciter quand tu vois ton athlète qui progresse. Tu fais « Oh mon Dieu, il va aller aux Olympiques ». C'est ça. Extrapoler que chaque gain, dans le fond, est comme une marche montée dans un escalier qui a un nombre infini de marches qui peuvent être encore gravies. Puis là, après ça, on a eu un module qui était plus sur l'intégration du renforcement musculaire à l'entraînement général en course à pied, en athlétisme. Donc, avec les principes de planification de comment structurer une séance, comment structurer un plan d'une semaine, où et quand placer les séances, et à quel moment faire du développement versus faire du maintien pour qu'on s'assure que sur une année complète, les gains soient maximisés sans influencer négativement les gains possibles à faire sur l'autre. Ça, j'avais un peu plus de misère avec cette section-là parce que vous savez, j'aime pas trop la muscu personnellement en tant que... Mais bon, je sais que ça peut pas... D'habitude, ça devrait pas nuire. Mais aussi, il y a aussi que comme... Je trouvais que c'était comme... tu sais, on présentait comme c'est quoi les mouvements concentriques, excentriques, tout ça, qui étaient des choses que j'ai déjà vues dans mes cours de kin et tout ça. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis, mais après ça, comment... J'ai l'impression que personnellement, moi, ce qu'il faut vraiment que je gagne à apprendre, c'est de le faire. Parce qu'à ce moment, j'ai zéro confiance que je peux donner, comme un athlète me dirait, fais-moi un plan de strength training, de force, comme de gym. Comme je pourrais donner comme à la base quelques exercices que je connais, mais je me sentirais pas confiant de donner des exercices que même moi, je suis pas bon, comme le deadlift ou... des choses de même. C'est un défi certainement pour les entraîneurs parce que je pense que la musculation c'est une importante partie de l'entraînement, mais c'est difficile d'avoir la confiance de dire « OK, fais ça », parce que aussi, si on ne peut pas être là avec l'athlète pour le faire, on n'est pas certain que c'est bien fait, puis il y a beaucoup plus de risques
de mal faire une musculation. Ouais. Moi, j'ai pas de problème de aller courir comme pendant 1h30, puis j'ai pas besoin de te regarder. Ouais. Mais pour le gym, oui. Pour le gym, ça serait utile. Quasiment. Là, oui. Et c'est que on est un peu comme limité avec ce qu'on a, alors... On a une vie, tu sais. Ouais, on a une vie, puis tu sais, oui, t'es là au workout, tout ça, mais tu sais, c'est comme, est-ce que tu vas venir, oui, des fois, on fait des sessions, puis on va montrer, mais comme, tu sais, ça prend, comme tu dis, tu corriges pas un mouvement en course, tu corriges pas un mouvement de même. C'est sûr que la course puis la muscu, c'est différent. Oui, tu peux apprendre un peu plus vite comment perfectionner un mouvement, mais comme moi, je sais qu'en un coup, je vais pas faire un bon deadlift, puis comme, tu sais, je me suis déjà comme pas barré de dos, mais tu sais, j'avais mal au dos plusieurs journées, puis j'avais pas fait le bon exercice, tu sais. C'est là que dans la marche à suivre, en quelque sorte, pour intégrer ça progressivement, c'est toujours mieux de recommander aux athlètes de faire seulement avec le poids de leur corps, parce que le risque de te blesser est à peu près nul. C'est-à-dire, si tu glisses puis tu tombes, mais en même temps, tu pourrais glisser puis tomber en courant, c'est quelque chose. C'est ça. Puis, progressivement, une fois que tu es passé de poids corporel, là, tu peux commencer à intégrer des poids relativement légers. Puis, quand tu te sens à l'aise, quand tu sens que les gains suivent et que ton patron de mouvement s'améliore, au même titre que quand tu commences à courir, tu cours un peu tout croche, puis plus tu cours, mieux tu cours. Tu peux passer à des charges plus lourdes en gardant la même qualité de forme dans ton mouvement. C'est ça la difficulté, parce que moi, comme j'ai toujours eu de la misère à faire des exercices bien, comme toujours je le fais, puis là je sens pas que ça force au bon endroit. Il y en a certains que là j'ai commencé à maîtriser, mettons la planche, là je suis capable, squat à moitié encore. Inutile la planche, Inutile? Ah! On est one. Non, mais il y a certaines études qui montrent qu'effectivement, ton gainage se fait mieux en courant qu'en disant là, je vais faire du gainage. Ben oui, c'est au moins tu sais, au moins c'est quelque chose de nouveau. C'est mieux que d'être juste comme assis chez vous à regarder Netflix en mangeant des Doritos. Pauvre joli. Ouais, ok. Les push-ups, ça aide-tu? Ah oui, ça push-ups, ça aide. Ok, je vais faire des push-ups. Ça, je suis capable. Je suis capable de faire des push-ups. Ok. Ok, good. Je vais faire ça. Puis là, dans le fond, quand on est arrivé en après-midi, on était séparés en 3 groupes. Donc, comme ce qu'on a mentionné, entraînement sportif, entraînement de club sprint ou entraînement de club endurance, comme ce que nous, on a fait. Donc, je ne peux pas dire ce que les 2 autres groupes ont fait parce qu'ils n'étaient plus avec nous à partir de ce moment-là. Mais on a commencé à travailler de façon plus spécifique sur ce que ça veut dire de commencer à réfléchir à structurer une séance avec un athlète. Donc là, on avait dit accueil, introduction. Donc, nos athlètes arrivent, on fait l'entraînement avec quels équipements, à quels endroits. On leur demande comment va votre semaine, comment vous sentez-vous disposé à faire un entraînement aujourd'hui. Comme ça, on a un peu de rétroaction de leur part. Ensuite, on leur parle de la structure de l'entraînement. Donc là, on leur dit l'échauffement va être tant de minutes de jog. Ensuite, on va revenir tout le monde ensemble ici. On va faire tel et tel et tel éducatif, balistique, pour s'assurer que notre échauffement est complet et qu'on est prêt à faire le corps de la séance. Ensuite, la structuration donc, du corps de la séance avec donc, quelle durée d'effort, à quelle intensité, avec quelle durée de récupération, à quelle intensité, on fait combien de séries, on fait combien de répétitions dans chaque série, etc. Puis, quelle sera la durée du retour au calme, on le fait à peu près à quelle intensité, on profite du retour au calme pour laisser nos athlètes parler de comment ils ont trouvé la séance, se mettre à jour sur comment leur semaine se déroule, si on est en période d'examen, si on a envie de jaser de tel record qui vient de tomber ou de tel party qui a eu lieu la fin de semaine passée. C'est ça, j'avais trouvé ça intéressant, ces petits détails-là auxquels on ne pense pas, mais c'est ça, John, tu demandais, mais là, qu'est-ce que vous voyez qui manque? Comme il n'y a pas quelque chose que vous êtes habitué qui se passe, puis c'était ça, c'était comme juste le moment que le monde socialise, puis qu'en fait, ça c'est important comme pour que le monde revienne. Puis ça c'est la base, comme tu dis toujours ça, comme à la base, pour t'améliorer, il faut que tu aies la base. Il faut juste que tu cours, puis souvent ça, tu as du monde ils vont essayer de tout optimiser, mais des fois, ils ne showent pas, ils se pointent pas aux entraînements. Fait que si tu es capable d'avoir cet aspect social que le monde veut venir, juste là, en tant que coach, là, tu viens d'augmenter. Si tu augmentes la présence des gens, là, déjà là, c'est un énorme boost. Puis que il peut y avoir des choses qui déclenchent ça, comme par exemple, le core. Tu dis, ça aide, c'est correct, c'est pas incroyable, mais c'est l'aspect après ça, c'est là que le monde jase. Ouais. C'est plus ça que le fait de faire un plank pendant
2 minutes. Ouais. Non, c'est vrai. Et je pense que ces formations-là sont à la base assez simples dans leur contenu. Oui. Et pour vous deux, là, comme toi avec ta maîtrise, puis toi, tu as comme 2-3 doctorats, là, je sais pas quoi. Mais, anyway. L'Institut québécois, C'est- l'éducation gratuite. Mais non, mais c'est pas le contenu nécessairement de détails comme ça, mais Oui. c'est plus l'idée de l'approche de l'entraînement Ouais. et savoir que les étapes, les étapes qui sont comme en dehors de la planification, juste les idées de socialisation, prendre en conscience les émotions des athlètes, de la Ouais. vie des athlètes, parce que si on perd ça, le training vaut rien. Parce que, comme tu dis, ils vont peut-être même pas venir au training, ou ils vont être là, mais ils vont pas être là comme mentalement, ou ils vont travailler trop fort, ou ils vont pas faire les choses des autres journées. Et il faut avoir un engagement, mais c'est pas comme un engagement comme forcé, comme on avait un exemple au début de la cour, comme de deux coachs, puis une coach qui disait OK, on fait ça pour le fun, on divise les équipes de relais, puis l'autre coach disait à l'athlète non, tu peux pas manquer pour aller à ton entraînement de natation, il faut complètement 100%, sinon t'es pas sur l'équipe. Mais cette sorte d'engagement, c'est pas la meilleure sorte d'engagement. L'engagement, c'est plus, ça doit venir de l'athlète. L'athlète doit devoir venir. Et une chose que je n'ai pas dit ça pendant la formation, et j'aurais dû, mais c'est un de mes mentors à moi, un coach que je respecte beaucoup et qui est l'entraîneur de volleyball à l'Université de Montréal, Olivier Trudel. Et c'est pas lui qui a inventé ça, mais il le dit ça beaucoup. It's in English. Athletes don't care how much you know until they know how much you care. Et c'est vrai, parce que si on peut traduire, les athlètes, ils s'en foutent de ce que tu sais tant qu'ils savent pas que tu te soucies tu d'eux. te soucies d'eux. À quel point tu te soucies d'eux? Oui. Tant qu'ils savent pas. Athletes don't care how much you know unless or until As much as they know As long as they know yeah, how much you care. Yeah. C'est ça, ouais, c'est ça. Parce que ça c'était comme. Ouais, ok. Fait que Anyway. ça les dérange pas tant que tu te soucies de leur bien-être. Dans le fond, c'est ils ça. vont être contents puis ils vont venir. Ouais. Et c'est ça. Et il faut créer cette culture dans les entraînements et la culture de la peur, etc., qu'on a vu encore avec l'affaire de Mary Kane. Là. Ça peut fonctionner dans le très court terme, mais at the expense of, à la dépit Au dépit de la humanité même à l'extrême des athlètes, ce qui n'est pas bon. Alors, Puis c'est ça, puis ça, je voulais encore renforcer ce point parce que j'ai vu sur Facebook des commentaires, comme je savais qu'il y avait du monde qui allait dire ça, sur l'histoire de Mary Kane, qui disent comme elle avait le choix d'être là ou d'être pas là. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu sais, si ça ne tente pas, ça c'est une affaire d'élite. Puis c'est comme ça que ça marche, les élites, puis c'est comme ça. Mais comme, non, les élites, c'est pas des machines. Puis tu sais, le monde sont comme, oui, c'est des machines, tu sais, ils font des exploits incroyables. Oui, mais c'est des humains. Puis c'est correct, là, ils ont. Oui, ils se poussent au max puis ils repoussent les limites, mais comme d'avoir une espèce d'environnement de contrôle où est-ce que tu te dis, là, tu essaies de manipuler la personne pour qu'elle perde du poids en te disant aux autres autour, ben là, toi, tu pèses combien, puis en le faisant. Comme ça, c'est pas optimal. Comme, je sais que. Ouais, et aussi, l'autre affaire, c'est que, honnêtement, c'est un enfant avec un enfant, une fille, avec un homme âgé. Et on voit dans ces commentaires qui suivent Mary Kane, parce que un des critiques était que mais là, l'été passé, tu as essayé de rejoindre le groupe. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, c'est que oui, mais I loved Alberto. Ouais. Et c'est ça, la connexion émotionnelle est très forte quand on est jeune comme ça, et on est comme emprunté sur ça, c'est la puissance de l'entraîneur. N'importe quel entraîneur a ça, la puissance de l'empreinte. Alors, elle était comme... Ça peut être plus forte que des parents, des fois, Oui. tu sais. Alors, Plus les jeunes sont jeunes, on peut pas mettre
sur Mary Kane le fait qu'elle a rien dit ou qu'elle n'a pas essayé de partir à elle-même. Un, parce que c'est un enfant, et deux, parce que c'est une situation très difficile. On peut même, peut-être on va dire que c'est trop extrême, mais on peut même comparer ça aux situations de spousal abuse, quand un homme parle à sa femme. Violence conjugale, on sait que c'est très très difficile pour les femmes de s'en sortir, même s'ils savent que c'est pas bon, mais on peut pas juste leave, non, mais c'est pas, ça, c'est l'exemple exact que j'avais en tête quand tu dis c'est ça, pourquoi pas juste quitter, mais c'est ça, tu vas-tu dire ça à une femme battue, tu sais? Non, c'est pas la même situation, mais il y a un parallèle là. Mais tu sais, je veux dire, on n'entrera pas dans la psychologie, mais c'est malheureusement beaucoup trop fréquent de faire du victim blaming, tu sais, puis de commencer à chercher des raisons, puis là, comme tu disais, tu sais, pour le commun des mortels, être un athlète professionnel, c'est comme un luxe. Tu sais, t'es tellement chanceux que moi, je suis obligé de sortir. Tu peux pas être malchanceux. Mais non, je suis obligé de sortir courir, genre quand mes enfants dorment ou avant qu'ils se lèvent, ou tu sais, là, toi, t'as juste ça à faire de ta vie, courir. Tu sais, t'es tellement chanceuse de pouvoir. Oui, mais comment tu peux chialer? C'est ça. Oui, il y a cette partie-là où j'imagine que comme le 0.1% des coureurs qui ont la chance de pouvoir vivre de ça, ils vivent leur rêve au même titre que le 0.1% des joueurs de hockey qui finissent par faire la Ligue nationale. Ils se disent, depuis que j'ai 6 ans que je rêve de ça, enfin je peux vivre mon rêve. Oui, mais ça vient avec une quantité phénoménale de sacrifices. Des commotions. Mais sacrifice, ça veut pas dire... Sacrifice, ça veut pas dire abus verbal, abus physique, puis effectivement, abus psychologique dans son cas. Tu sais. C'est ça. Puis malheureusement, ce qu'on a tendance à penser, c'est, tu sais, elle avait pas ce qu'il fallait. Elle n'était pas prête à faire le sacrifice de plus, comme de se faire contrôler son poids par une clique d'hommes qui... Mais tu sais, combien de fois tu as vu... Que ce soit des hommes ou des femmes, juste du monde qui peu importe. Fait que, puis je veux dire, je suis d'autant plus content de savoir que les prochaines étapes de notre formation passeraient notamment par le suivi de notre comportement dans des situations hypothétiques comme celle-là. C'est qu'est-ce que vous feriez si... Puis là, pour mesurer comment on est des personnes intègres, honnêtes, puis c'est quoi notre déontologie, puis notre éthique du sport. Parce que ça se peut qu'on arrive à certains moments de nos carrières d'entraîneur, à un moment donné, à travailler avec des gens qui ont cette espèce de, la pépite d'or qui pourrait aller tellement loin, puis qui carburent au renforcement positif comme au renforcement négatif, qui se fouettent pour travailler de plus en plus fort quand on leur dit « tu travailles pas assez fort », puis qu'on entre dans une dynamique comme celle-là qui ressemble à la dynamique d'abus puis de violence conjugale, psychologique ou physiologique, qui font en sorte qu'une fois que la dynamique est installée, elle est extrêmement difficile à briser. T'sais. Fait qu'il faut que tu sois outillé psychologiquement, mais aussi dans tes relations avec tes pairs pour être capable de dire « oups, là, il se passe quelque chose ». Puis il faut essayer de faire dévier ça parce qu'on est sur une tangente ou sur une pente vraiment glissante. Oui, puis c'est ça, je trouvais ça intéressant. T'sais, au début, je savais pas trop à quoi attendre, mais c'est ça que de voir, un des emphases, c'est ça, de ce training-là, c'était d'avoir l'approche humaniste, si on veut, puis qui prend en compte de tout, puis aussi qui prend en compte de... J'ai vu le rôle du coach, comme à première vue, les gens pensent qu'un coach, c'est un rôle très mécanique, qui est calculé combien de minutes, puis combien de ci, puis combien de ça. À la base, oui, il y a ça pour faire le grand plan, mais comme on a vu, comme on a discuté, le plan va changer constamment en fonction de comment l'athlète se sent. Puis c'est plus un rôle de psychologue quasiment, le rôle de coach. C'est pas un psychologue avec une formation, mais que tu dois essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'athlète fait ça. Puis c'est sûr qu'on a plein d'athlètes, fait que ça devient difficile quand tu as plusieurs athlètes. Oui. Mais en général, d'essayer de trouver comment avoir du bon feedback. Oui, vas-y. Non, mais c'est ça, je dirais... Psychologue peut-être, mais moi je pense à ça comme soutien émotionnel, soutien psychologique. Et juste pour comme donner un autre exemple, là, parce que je parlais comme pendant la formation hier, j'avais des athlètes que je coach qui couraient un marathon aux États-Unis, puis un qui cherchait à se qualifier pour les essais olympiques américains, mais il n'a pas réussi. Alors là, juste avant, j'étais au téléphone avec elle pour discuter qu'est-ce qu'on va faire, parce que là, elle a encore une chance de le faire, elle a encore quelques mois, elle peut essayer dans 2 semaines à Philadelphie, elle peut essayer à Houston. Alors, on jasait un peu de ça et ça me fait penser à nos sessions de faire des semaines d'entraînement parce qu'il n'y a pas vraiment pour les entraînements, il n'y a pas vraiment de règles exactes, c'est juste qu'il faut prendre la situation
et il faut faire ce qu'on veut. Alors elle, la tête était un peu comme, OK, mais est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut essayer de faire ça? J'ai dit oui, on peut faire n'importe quoi. Il faut juste comme trouver la bonne façon de le faire pour arriver au résultat. Alors, alors c'est comme ça, le planning, ça, de tout ça, c'est, pour moi, en effet, c'est facile. C'est juste, et ça, c'est comme, c'est pas que c'est pas le fun d'engager avec les gens, mais c'est le fun. C'est comme un video game un peu, comme tu sais, tu fais ça, et puis après, tu vois ce que ça donne, mais après, ça change, whatever. Mais c'est juste, c'est whatever. Mais c'est vraiment, quand j'ai la chance de parler avec les gens, de comprendre comment ils sont comme engagés, comment ils veulent avoir quelque chose, et de travailler avec cette personne pour voir cette personne réussir. Tu sais, comme ton marathon à Toronto, là, oui, on est déçu qu'on n'a pas reçu le funding, là, mais c'est décevant. Mais pour moi, c'était comme non, parce que je voulais vraiment que toi, tu aurais ce talent. Que je sois content, tu sais, je voulais voir le Jerry face à la fin, là. Mais c'est dommage. Mais on sait qu'on va l'avoir éventuellement. Puis c'est aussi une des notions sur lesquelles toi t'as insisté quand tu nous as donné un exemple de ta philosophie, tu sais, comme entraîneur, puis tu disais progression plus patience, c'est-à-dire, égale progression. Progression et patience égale performance. Ah, bon, c'est ça. Et alors, mais ce que ça veut dire, c'est que peut-être que c'est plus facile de passer, disons, quelques mois à travailler sur ton 5 km pour ensuite aller en faire un, réussir, puis de dire « Yeah, j'ai progressé ». Puis que si tu dis « Bon, ben maintenant que j'ai réussi à faire ce temps-là, je vais peut-être être capable d'aller en faire un encore meilleur temps », fait que là, tu remets un mois dessus, puis bang, Mais quand tu travailles sur un marathon, ben c'est ça, comme tu disais, tu peux pas faire un marathon à chaque mois en essayant d'améliorer ton... Fait que c'est de la progression plus lente, fait que ça veut dire encore plus de patience, mais ça veut aussi dire d'être beaucoup plus indulgent envers soi-même, puis comme entraîneur, d'être plus indulgent envers ses athlètes. Si effectivement, là, l'objectif, c'était de retrancher 3 minutes, on en retranché juste 2, la prochaine minute, ben ça se peut que ça prenne une autre année à la faire retrancher. Puis, mais ça se peut aussi qu'il y ait tout d'un coup un breakthrough. Oui, c'est comme dans le cas de Trevor Hoffbauer ou de Dana Pireski, comme ils ont tranché comme 5-6 minutes. Ça, c'est vrai au niveau. Même comme notre ami Aaron qui a tranché 12 minutes à Chicago. Ça peut aller comme dans des grandes tranches, mais des fois, ça prend un petit, puis après, c'est... C'est ça. Puis, je sais pas si c'est même toi qui utilisais cette analogie-là, mais tu sais, le sculpteur qui se pointe avec son marteau puis son petit ciseau, tu sais, puis tu commences chip away at the big rock. C'est pas, tu vas pas te donner 2 coups, puis là, boum, une belle statue, tu sais. À chaque moment, puis des fois, à un moment donné, tu vas trouver une faille dans le gros rocher, puis quand tu vas donner un coup, ça fait 10 minutes que tu travailles dessus, puis il tombe juste des petites poussières, puis à un moment donné, crac, puis là, il y a un gros morceau qui tombe. Puis c'est un peu ça, notre objectif, c'est de savoir, est-ce que là, je suis rendu... Est-ce qu'il me reste encore 2, 3, 4 semaines, mois, années d'efforts à mettre avant d'être capable d'aller récolter les bénéfices? Puis comme on ne le sait jamais, parce que tu sais, on ne naît pas avec un chrono maximal de marathon, puis là, on sait toujours, ah ok, tu sais, j'étais à 10 minutes de mon maximum, je peux continuer, tu sais. On ne sait jamais si, peut-être que toi, un jour, tu vas faire 2h13, puis moi, je vais faire 2h21, puis... Alors que moi, je pense que faire en bas de 2h30, c'est comme peut-être ma limite. Puis toi, tu te dis peut-être que 2h18, c'est ma limite, mais notre limite, elle est peut-être dans notre tête plus que dans notre corps. Puis ça, à naviguer à vue, puis à avoir des fois des rencontres avec notre entraîneur qui nous font douter, ou des entraînements qui nous font perdre confiance en nos moyens et tout, ça nous lance dans une espèce de tourbillon de remise en question, puis de pourquoi je fais ça. Puis c'est là que c'est particulièrement important que l'entraîneur dise, ben, tu sais, rappelle-toi, dans le fond, comment que tu sors courir par moins 25. Tu sors courir sous une grosse pluie. Tu sors courir même quand il fait 35 degrés puis qu'il fait 48 ressentis avec l'humidité. Il y a peut-être une raison autre que genre, ah oui, je suis capable de faire ce chrono-là. Peut-être que genre c'est juste parce que tu aimes vraiment ça, que ça fait partie de ton identité comme personne, que ça te complète. Puis que c'est peut-être là-dessus que tu as besoin de te recentrer pour le moment. Tu sais. C'est ça. Un des points importants, comme ça, un peu en lien avec ça, puis aussi ce que John disait, c'est ça, que le coach, sa job aussi, c'est pas de dire à l'athlète c'est quoi qu'il devrait faire, c'est de trouver c'est quoi qu'il veut faire. Donc, puis ça revient, c'est un concept qu'on voit, comme c'est la base
en psychologie de l'exercice, puis beaucoup en psychologie aujourd'hui, la théorie de l'autodétermination. Donc, c'est les sources de motivation. Il faut vraiment que ça vienne de l'athlète et non pas de, comme quand on regarde un athlète au début qui a eu une poussée de croissance, fait que là, il gagne toutes ses courses, puis là, sa motivation, ben, c'est de gagner. Puis là, à un moment donné, il ne gagne plus, puis là, il arrête. Fait que pour une vision à long terme, ça prend... Il faut aller trouver c'est quoi sa motivation, puis ça se peut que c'est pas la course. Ça se peut que c'est une autre affaire, puis c'est la job du coach de dire, ben, laisse faire la course, puis va faire ça. C'est ça. Si ce que tu veux, c'est gagner, puis tu as plus de chance en volleyball. C'est peut-être mieux d'essayer le volleyball si tu veux continuer à gagner, puis inversement. Puis c'est ça, pour terminer, dans le fond, en fin de journée, aujourd'hui, on faisait des plans, puis on regardait un peu comme c'est quoi un plan, c'est quoi une semaine typique, début de bloc, au début avant le gros objectif, au début pour ce milieu, puis après ça en fin. La semaine pré-compétition ou la semaine de la compétition. C'est ça. Puis on a eu un petit débat. En fait, il n'y avait pas de vraiment bonne ou mauvaise réponse. Il n'y a pas de semaine typique, en effet. C'est pas typique. C'est juste, il faut vraiment... Il y a un autre, comme une citation, ça vient de le père de Sebastian Coe. Okay. C'est Peter Coe, ou c'est Peter Coe, ou c'est David Martin qui est le scientifique qui a travaillé avec. Et c'est l'idée que every athlete is an experiment of one. Chaque athlète, c'est une expérience de un. Parce qu'il y a tellement de facteurs. Tu peux pas. Il y a certaines choses qu'on peut apprendre avec la recherche, mais honnêtement, en psychologie du sport, c'est de plus en plus qualitatif parce qu'avec. Tu essaies de trouver des trends, mais c'est comme impossible parce qu'il y a tellement 1 million de variables. Puis, tu sais, dans le podcast dont tu m'as partagé la référence là, de Lauren Bannock, le Guru Performance We Do Science, il réfère très souvent, tu sais, Je lui ai partagé un épisode, puis il m'a écrit « Ouais, je viens d'écouter 9 épisodes de ce podcast. » C'est la chose qui m'a permis d'aller courir dans les froideurs noires de la fin du mois d'octobre, c'est de me plugger un podcast puis d'écouter 2 chercheurs parler de la validité d'une conclusion scientifique. Fait que des fois, ils parlaient avec des chercheurs qui ont fait une méta-analyse de, mettons, tout ce qui porte sur la périodisation de la nutrition. T'sais. Puis à chaque fois, ils reviennent toujours avec le fait que il y a beaucoup d'avancées scientifiques dans les dernières années qui ont été faites par des innovations sur le terrain, par des entraîneurs avec des athlètes. Et là, il y a des scientifiques qui disent d'après moi, il y a là un cas pertinent à étudier, puis qui là, à ce moment-là, font une étude du cas Kipchoge, du cas Ingebrigtsen, du cas ci, du cas ça, puis qui publient cette étude de cas-là. Puis là, ben effectivement, dans le spectre de la fiabilité des études scientifiques, les études de cas, là, N égale 1, experiment of one, c'est ça. Ben c'est plutôt faible, mais en même temps, pour la transférabilité de la connaissance scientifique dans l'entraînement, c'est une des meilleures choses, parce qu'effectivement, si ça fonctionne pour les 3 frères Ingebrigtsen, il doit y avoir quelque chose de relativement généralisable à ceux qui font comme eux. T'sais. Ou au moins, on a des points de départ. Et c'est ça, pour moi, le point de départ, c'est, OK, on va essayer de courir, on va essayer d'augmenter le volume. Il y a certaines intensités qu'on va travailler dans ces intensités-là. On va essayer de faire ça dans un certain ordre. Mais après, honnêtement, pour moi, en coachant un athlète, ça prend à peu près 1 an pour savoir un peu leur tendance. Puis après ça, OK, là, on fait des changements. Parce qu'il y avait l'exemple de la marathonienne Liz qui était avec nous là, dans la classe, puis elle a partagé ces 2 semaines avant la course. Puis moi, j'avais déjà coaché et j'avais mentionné ça, c'était une semaine parfaite pour elle parce qu'elle est vraiment, vraiment endurant. Une fois, on avait comme groupe, on avait beaucoup de pliométrie, beaucoup de sauts, etc. Puis elle est aussi quelqu'un qui fait la job. Là. Alors moi, j'avais dit, OK, on va faire ça c'est le plan, etc. Puis elle faisait ses plios comme à chaque jour, mais ça l'a brûlé parce que c'était trop intense, c'était trop comme neuro, CNS. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais pour elle, c'est vraiment, elle a le talent d'aller courir beaucoup, beaucoup. Alors, tu sais, go with that. Mais ça prend du temps pour en savoir. Puis, tu sais, ça nous ramène aussi, on n'a pas parlé exactement de ça, mais nous, on en a parlé entre nous en marge de ça, puis je pense que c'est pertinent de mentionner aussi que l'école de pensée selon laquelle, pour être un athlète complet, on peut dire, bon, ben ça, ce sont mes forces, j'ai pas tellement besoin de travailler dessus parce que ce sont mes forces, je vais plancher sur mes faiblesses pour m'améliorer.
ben c'est extrêmement démotivant parce que, tu sais, à chaque entraînement où tu vas te pointer, tu vas te dire, OK, là, tu sais, je sais que je suis pas bon là-dedans. Probablement que c'est parce que j'aime pas ça. Est-ce que j'aime pas ça parce que je suis pas bon ou je suis pas bon parce que j'aime pas ça? Ça marche pas tant parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses des workouts que tu es capable de te pousser à 100%. Oui, puis c'est parce que le confidence booster, là, tu sais, mettons 14 jours avant ton gros marathon, sortir dans une semaine où tu es relativement frais, puis aller faire du pace marathon, puis te dire, ben, il me semble que j'aurais pu tenir ça 2 heures de plus, ou il me semble que j'aurais pu aller 10% plus vite pendant ce temps-là. Hey, ça, c'est tellement important, même si peut-être les adaptations neuromusculaires ou musculo-squelettiques ou cardiovasculaires sont pas tellement grandes de ça. Mais tu reviens de ta séance, tu as le sourire fendu jusque-là, ta blonde te regarde et elle dit « Mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je te vois jamais revenir en étant aussi souriant après un jog. » Puis là, tu dis « Non, mais tu réalises pas, là, je suis en train de penser à ça. Puis peut-être que je pourrais faire tel chrono, là, parce que regarde comment que je me sentais. Puis mon cœur était bas. Puis, tu sais, mais des séances comme celle-là, c'est important de se donner le droit d'en faire certaines. Oui, mais voilà, c'est ça la périodisation, en effet, c'est d'avoir des phases d'entraînement et d'avoir un ordre de choses. Alors, comme je dis, moi, j'aime travailler les faiblesses comme en premier pour mettre ces confidence boosters plus près de la performance. Et aussi, des fois, si on fait une bonne sélection d'épreuves, comme si on est vraiment un marathonien, là, on va aimer ça. Mais des fois, il y a des gens qui vont dire, moi, je veux vraiment faire un marathon, mais c'est clair que c'est quelqu'un qui devrait faire du demi-fond. Mais OK, peut-être on va jouer avec ça, mais en fin de compte, il doit faire des longues sorties quand même, il doit faire des pace marathons quand même. On va voir ce que ça donne. Mais c'est un très bon point que aimer ce qu'on veut faire et travailler sur les forces, ça a un effet pas juste comme adaptif physiquement, mais de confiance. Est-ce qu'on a pris tous les points qu'il fallait porter à la maison? Ben, il y a juste l'élément qu'on n'a pas mentionné qui est qu'on a fini l'avant-midi, dans le fond, en bas ici sur la piste. Oui, il faut mentionner la technique de course de François Jarry. Ah Il a fait l'analyse. Oui. Alors, moi, j'avais planifié de filmer François un peu et je sais pas mais je sais pas si vous mettez comme sur ton podcast des clips de toi-même courir là, mais il a peut-être la réputation d'avoir pas comme une très belle forme. Mais en effet, quand on a filmé ça et j'ai regardé et j'ai voulu dire que regarde, là il fait ça, mais c'est pas bon, il faut faire plus comme ça. Mais il y avait l'extension de l'anche, c'était parfait, il y avait une ligne droite, le bras était comme en arrière, comme ça, parfait, la tête droit, relax. Alors, c'est bon, il y a quelque chose. Alors, je pensais pas que j'allais être peut-être parce que je fais rien depuis 3 semaines. Fait que là, c'est peut-être ça. Complètement relaxé. Ouais, t'es pas fatigué. Mais juste l'idée parce qu'il y avait cette session genre pratique. C'était juste on a fait des exercices, mais ça, pour regarder ça, l'idée c'était aussi de parler de la technique et de philosophie à moi que la technique se travaille en courant plus, en faisant de la courte vitesse, puis en faisant de la musculation en strength training, de devenir plus fort, et que les blessures, ça arrive quand on a des déséquilibres ou des faiblesses. Alors, tout ça, la technique, la forme qu'on voit, ça peut être un indice à une de ces choses, mais c'est pas comme quelque chose qu'on peut corriger directement en forçant. Mettre ton épaule là, mais ça, je pense que ça marche pas comme ça. Mais si on travaille indirectement pour faire le travail de course, et ça tombe bien parce que toutes ces choses-là aussi vont mener à une belle performance aussi. Alors, c'est un peu ça le point de la partie pratique. Puis donner des trucs où est-ce que ton external locus fait que comme tu penses pas trop à tes mouvements, mais tu essaies de penser comme à l'extérieur, tu dis je veux essayer de faire moins de bruit quand je cours. Je veux essayer de sortir un peu. Mais sinon, c'est ça, on a quand même bien appris, on est des bons élèves, John. Oui, j'étais vraiment impressionné de vous et de toute la classe, mais je pense que c'est un peu comme self-selection, tu sais, comme quelqu'un qui va s'inscrire pour ça. Tu connais déjà. À ce moment-là, parce qu'avant, il y a quelques années, on était un peu dans la phase où on attrapait tous les entraîneurs qui entraînent depuis longtemps, puis ils disent comme « pourquoi est-ce que je dois faire ça? Moi, j'ai déjà 30 ans d'expérience, etc. » Alors, ils ne voulaient pas vraiment être là. Mais là, on est dans le point où
on a des entraîneurs, des nouveaux entraîneurs qui sont vraiment comme des sponges pour apprendre. Là. Ils sont là parce qu'ils veulent l'être et ils sont vraiment enthousiastes. C'était vraiment une bonne groupe. Moi, j'étais vraiment ravi. Et réciproquement, là, moi, je suis extrêmement content de... En fait, j'ai été extrêmement content de savoir que c'est toi qui le donnerais. Puis j'ai été extrêmement content que ce soit toi qui le donne. Puis encore plus d'avoir choisi l'embranchement qui a fait qu'on a passé toute la fin de semaine avec toi parce que... Même, bon, pour te connaître un peu et tout, je me doutais bien, puis je veux dire, plus on a d'échanges, plus je découvre à quel point j'ai des choses à découvrir. Alors, est-ce qu'il faut que j'attende à plusieurs courriels après ça? Encore, l'enfilade va s'allonger. Mais je vais finir par écouter tous les podcasts de Bannock avant, puis j'arriverai avec 1000 questions nouvelles pour toi. Mais c'est ça, fait que, puis merci aussi François de nous permettre de revenir là-dessus. Parce que j'avais même pas prévu de faire ça, mais là j'avais amené mon équipement à la chaîne, puis j'avais fait, mais pourquoi pas, c'est l'occasion idéale. Et tu sais, je vais faire quelque chose, là, je vais donner mon courriel. S'il y a des gens qui veulent me poser des questions, je suis ouvert. C'est juste mon nom, john.lofranco@gmail.com. C'est LOFRANCO. Vous pouvez trouver mon nom sur Internet, je crois. C'est bien john.lofranco@gmail. S'il y a quelqu'un qui a des questions, envoie-moi des courriels. Je vais répondre peut-être pas tout de suite, là, mais comme Olivier sait, j'aime ça, discuter ça. Je vais donner des réponses. Et je suis encore en congé parental, alors... Jusqu'à quand, là, que je me note? Jusqu'à janvier. Ah! OK. Encore un peu de temps pour en profiter. Good. Ben, c'était un peu un résumé de ce qu'on apprend dans le training PNCE. C'était quoi déjà? Programme national de certification des entraîneurs. Ouais, donc en ce moment, on est en formation. En formation. Et éventuellement, on se fera évaluer pour voir si on est... bien formé jusqu'à se certifier. Super. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Prendre votre temps après cette journée de bourrage de... Ben, c'était pas du bourrage de crâne, il y avait de la discussion, c'était bien, mais... Cuisage de neurones. Après un certain point, ça commence à se chauffer. Alors, merci beaucoup. Mais John nous l'a montré, surcharge, surcompensation. Exact. Super. Merci beaucoup. Là.